La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le 11 avril dernier, j'ai eu le plaisir d'animer une table ronde au Festival des Terroirs autour du sujet brûlant et passionnant, les filières café et chocolat, les nouveaux enjeux. Autour de la table, Émilie et Marlène de la Belle Brûlerie, Bertrand et Laura de la Manufacture Paysac et Gauthier et Maxime de la pâtisserie Dorner Frères qui ont créé un délicieux dessert grâce aux produits de la Belle Brûlerie et de la Manufacture Paysac. Encore un grand merci à Élise et à tous les organisateurs du Festival des Terroirs pour cette opportunité et je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute! Je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour déjà et peut-être me raconter quel lien vous avez avec le café ou le chocolat et quel était un peu le point de départ de tout ça. Bertrand Paysac, bonjour à tous. À la Manufacture Paysac, donc nous sommes torréfacteurs de cacao, fabricants de chocolat. Et donc on s'est lancé dans cette aventure en famille avec mes deux sœurs. Alors ça coïncidait avec ce qu'on a appelé le Covid. Je ne sais pas si c'est une réflexion Covid, un projet Covid ou pas. En tout cas, on s'est lancé à ce moment-là. Et on s'est retrouvés dans une plantation de cacao en République dominicaine. Et puis on s'est lancé tous ensemble. Voilà, sur ce qu'on en parlera après, mais sur ce qu'on appelle le cacao de spécialité. Bonjour à tous, donc moi je suis Laura, la troisième Paysac qui travaille sur le projet. Moi c'est Émilie, je suis co-associée et torréfactrice à la Belle Brûlerie. C'est une torréfaction de café bio de spécialité à Villeurbanne. Et nous, notre cœur de métier, c'est de torréfier du café et de servir essentiellement les restos, bars, coffee shop, épiceries, bureaux sur Lyon. Et voilà, et on a aussi une petite boutique en ligne où on fait des ateliers aussi avec les particuliers et on fait aussi des formations. Voilà. Et moi, je suis rentrée dans le café par la porte barista, du coup, service du café. Et du coup, l'envie, c'était de remonter un petit peu plus la filière et de passer de l'autre côté, donc au niveau de la torréfaction. Bonjour, moi je m'appelle Marlène et je fais partie de l'équipe de la Belle Brûlerie depuis maintenant 7 ans. Moi, j'ai poussé pour la première fois la porte d'une brûlerie il y a plus d'une dizaine d'années. Et puis, depuis, c'est une passion. Donc, je suis passée par les coffee shops, les torréfacteurs, et puis maintenant, la brûlerie de la Belle Brûlerie. Donc, voilà. Merci. Bonjour à tous. Donc, nous, on est la pâtisserie Dorner Frères. Nous, on est dans le 6e à Lyon. Nous, une pâtisserie salon de thé et chocolaterie. Nous, on vient bien compléter tout ça parce qu'on utilise du chocolat et du café, que ce soit en boisson pour le salon de thé, dans les pâtisseries au quotidien. Et voilà, et on confectionne beaucoup ces deux produits-là et qu'on développe de plus en plus, en tout cas à la boutique. Merci beaucoup. Pour commencer, avant de rentrer, je pense, dans le sujet directement des enjeux, je pense que c'est intéressant de faire un petit peu un tour de comment se structure en fait chacune de ces filières, que vous nous expliquiez, et sur le chocolat et sur le café, comment ça fonctionne. Du coup, pour l'import du café, il y a 2 manières d'importer du café. La première, c'est par un importateur. Donc l'importateur, lui, son métier, c'est quoi? C'est d'aller à la rencontre des producteurs, de trouver les producteurs, d'importer le café. Donc il va gérer tout le transport. Surtout, après, il va le stocker et après, il va le livrer chez le torréfacteur. Le torréfacteur, lui, il va demander des échantillons et puis ensuite, il se fait livrer et puis il paye 30 jours après. Ça, c'est la première manière, c'est la plus commune. La deuxième manière, c'est de l'import direct. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile. Il y a très peu de torréfacteurs qui le font parce que c'est vraiment un métier à part entière, mais certains le font.
Et du coup, nous, on importe en direct, mais pas toute seule, parce que c'est trop compliqué. Donc, on travaille avec une vingtaine d'autres torréfacteurs et on fait partie d'une coopérative qui s'appelle Roster United. Et ensemble, en fait, on va faire des groupements d'achats. On va mutualiser nos achats et on va remplir des containers. Ça va nous permettre une traçabilité complète sur nos cafés. On sait d'où viennent nos cafés, on sait où va notre argent aussi, parce que parfois on paye, mais du coup on paye des intermédiaires et on paye des fois des labellisations et on ne sait pas tout le temps où va l'argent. Donc là, vraiment, les prix sont fixés ensemble avec les producteurs. Et donc du coup, c'est vraiment des achats qui sont très vertueux. Donc voilà, c'est les deux manières, la filière du café, c'est soit par un importateur, soit en import direct. Alors concernant le cacao, donc c'est un secteur qui est quand même assez complexe et qui est structuré, je pense, d'une manière qu'on ne connaît pas vraiment. On dit que dans le monde, il y a environ 5 millions de producteurs de cacao, donc ça paraît énorme, sachant que derrière, il y a 4 à 5... industriels qui vont transformer ces fèves de cacao pour en faire des produits chocolatés, donc cacao, pâte de cacao, beurre de cacao et tous les dérivés qu'on peut avoir à partir de là. Donc c'est vraiment des producteurs qui travaillent généralement de manière familiale sur des parcelles plus ou moins grandes, mais on peut avoir une dizaine d'hectares par famille qui sont ensuite regroupés donc soit par le biais des importateurs qui viennent acheter directement aux fermiers, ou alors par le canal de coopératives par exemple qui regroupe plusieurs fermiers pour ensuite vendre de manière groupée. Donc c'est des milliers de personnes, des millions de personnes qui dépendent ensuite de peu de producteurs et peu d'acteurs sur le marché mondial. Alors je ne sais pas si Bertrand, tu veux développer un peu en termes de chiffres, les chiffres clés du cacao. C'est une forme d'entonnoir inversé, on va dire. Il y a 5 millions de producteurs qui alimentent ces gros faiseurs, qui alimentent ensuite tous les marchés, principalement Amérique du Nord, Europe de l'Ouest. C'est une commodité qui est cotée en bourse. Donc à Londres, principalement pour le cacao africain, Côte d'Ivoire, Ghana, qui recoupe 70% de la production mondiale, et New York plutôt pour le cacao d'Amérique latine. Donc la bourse, il faut préciser son utilité, elle sert à fixer un prix de référence pour le cacao conventionnel, mais aussi de spécialité. On y achète surtout des contrats à terme plutôt que du cacao physique. Voilà, l'objectif, souvent pour les acteurs, c'est de se couvrir des fluctuations de prix et de garantir un prix fixe, souvent avant la récolte, au producteur final, un peu à tous les acteurs de la chaîne. Donc c'est positif ou négatif selon l'évolution de la bourse. Voilà, le cacao physique, quant à lui, il est acheté via des contrats privés sur la base de ce prix boursier, avec ou non des primes selon la qualité, l'origine, la logistique et tout ce qui est autour. Voilà, donc comme pour le café, le producteur vend à une coopérative ou un acheteur local qui vend à un exportateur, qui vend à un trader ou à un industriel, et ce trader qui vend aux industriels ensuite. Donc sur cette chaîne, tout le monde prend sa marge, ce qui est normal. Donc, et le producteur, ce qu'il faut savoir, ne touche pas le cours de bourse. Il touche ce qu'on appelle le prix bord champ, donc au bord du champ. Donc quand le cours cote avant les augmentations 2-3 dollars le kilo, il ne touche pas de 2-3 dollars. Il va toucher quelques dizaines de centimes. Là, on parle de cacao conventionnel. Donc voilà. Avec la particularité, c'est qu'en Côte d'Ivoire et au Ghana, les prix payés aux producteurs sont fixés une fois par an par les gouvernements, à partir des cours boursiers, ce qui garantit un prix fixe aux producteurs, mais ça pose un problème principal, et les producteurs ne sont pas très contents forcément, c'est qu'en cas de hausse, notamment très importante comme celle qu'on vit ces dernières années, ils ne bénéficient pas de la hausse, ou alors avec un an de retard. Ils bénéficient du prix fixé avant. Donc quand la bourse cotait à 8-9 dollars, eux ils avaient le prix à 2 dollars. Et les dizaines de centimes qui touchaient. Donc voilà, donc cette mesure de fixation, c'est important de le noter parce que voilà, leur profite pas pleinement. Et donc ces hausses qu'on vit ne leur profitent pas pleinement.
pour l'instant. Voilà, donc c'est une mesure sociale qui est un peu contre-productive et l'écart entre ce prix fixé, il est notamment capté par les acteurs de la chaîne et évidemment les gouvernements. Peut-être du coup pareil, encore une fois pour définir un petit peu tout, est-ce que je pense que ça peut être intéressant de définir que ce soit cacao ou café de spécialité versus conventionnel, que vous nous expliquiez un petit peu la différence entre tout ça et puis après on rentrera dans le vif du sujet avec directement les enjeux. Le café de spécialité, c'est un grand mot. Pour l'instant, on en entend beaucoup parler, surtout depuis quand même un peu plus d'une dizaine d'années là maintenant. Et en fait, le café de spécialité, déjà, ça représente 5% du marché en France, donc c'est quand même pas beaucoup. Mais c'est quoi le café de spécialité ? Du coup, c'est vraiment des cafés qui se distinguent par leurs caractéristiques uniques et leur qualité en fait gustative. Donc, c'est un café, normalement, quand on en boit, on va faire un petit waouh. Mais vraiment, comment on sait que c'est un café de spécialité, c'est qu'il est noté, en fait, ce café par la SCA, la Specialty Coffee Association. Et donc, du coup, c'est noté sur 100 points. Et si ce café, il a plus de 80 points sur 100, il est considéré comme du café de spécialité. Donc, c'est quoi les critères ? D'abord, c'est l'analyse du café vert. Donc, ils prennent des échantillons et ils vont analyser ce café vert et ils vont regarder s'il y a des défauts à l'intérieur, si le grain est cassé, s'il y a des grains noirs. Enfin, il y a toute une liste de défauts. Et ensuite, il va être torréfié et il va être analysé, il va être goûté. Et là, on va regarder ses qualités gustatives. Et là, on va, pareil, le noter et il va avoir sa note. Donc après, si vous avez envie de voir, quand vous achetez du café de spécialité, vous pouvez retrouver cette information. Donc si vous avez un café qui est de 80, c'est plutôt un début de café de spécialité entrée de gamme, on va dire. Et puis après, si vous êtes sur des 88, plus et tout ça, là, vous êtes sur des cafés d'exception. Et c'est tous des cafés en fait qui ont été ramassés à la main. Donc le café, il a été ramassé à maturité, voilà, à maturité. Et puis on a une traçabilité aussi sur les parcelles. On sait d'où il vient. On connaît sur les micro-lots ou les choses comme ça. On connaît vraiment le producteur. Donc voilà, c'est une traçabilité qui est plus complète. Mais c'est ça, c'est encore un produit de niche, quoi, parce qu'en France, on est encore sur vraiment 5%. Pour le cacao de spécialité, ça rejoint quand même sur beaucoup de points les marqueurs du café de spécialité. C'est encore très niche aussi. Donc c'est un cacao qu'on va qualifier de haute qualité pour différents points. Déjà par la manière dont il va être cultivé, récolté, le traitement de post-récolte qui va être apporté, donc la fermentation et le séchage, et puis ensuite tout le travail du torréfacteur dans le pays voilà, qui va recevoir ce cacao. Donc si on doit définir plusieurs points, il y a la traçabilité, effectivement, qui est vraiment clé. Nous, on a eu la chance, par exemple, pour notre projet, de se rendre dans les fermes certaines fermes avec lesquelles on travaille. Donc, on a une proximité et on sait où est cultivé le cacao, par qui, comment, etc. Il y a la qualité aromatique du cacao, qui va du coup être supérieure à un cacao dit conventionnel par justement les pratiques agricoles durables qui vont être mises en place dans le pays producteur. Nous, par exemple, sur le cacao de spécialité qu'on travaille, il est cultivé en agroforesterie. Donc, c'est l'association d'arbres, voilà, avec des bois nobles, des arbres fruitiers qui vont venir améliorer la biodiversité, régénérer les sols et puis diversifier aussi les revenus des différents agriculteurs pour leur permettre une stabilité financière aussi. Et puis voilà, des fermentations, comme on le disait, avec donc tout le traitement post-récolte qui va être vraiment soigné et qui permet de développer les précurseurs d'arômes déjà dans le pays producteur, puis ensuite nous à la torréfaction et au conchage. Sans oublier bien sûr, comme Bertrand le disait tout à l'heure, le prix rémunérateur pour les producteurs dans les pays producteurs, donc 2 à 3 fois au-delà du cours de la bourse par rapport, si on peut dire ça, avant la crise, et voilà une rémunération plus juste pour le producteur. Et là, vous vous dites, quelle est la différence entre un gros industriel qui dit que son cacao est traçable ? Finalement, c'est à peu près le même discours. Donc juste pour apporter quelques informations supplémentaires, le cacao conventionnel n'est pas systématiquement fermenté, séché. Ça peut poser des soucis d'inquiétude gustative, donc ils ont tendance à surtorréfier pour masquer un peu les arômes et griller finalement le cacao pour le lisser. Le cacao de spécialité, alors déjà, c'est pas une notion structurée
Il n'y a pas de définition légale, on va dire, à la différence du café de spécialité où il y a une association, une note. C'est assez récent. Donc voilà, la fermentation et le séchage sont systématiques. Maîtriser, contrôler la température de la fermentation, du séchage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la cabosse est coupée de l'arbre, la fermentation débute tout de suite. Donc si ensuite c'est mis dans des sacs ou en tas, ça va fermenter d'une façon pas optimale. Donc là, sur les exploitations avec lesquelles on travaille, la fermentation elle est pilotée, mesurée et maîtrisée, y compris pour le séchage. Voilà. Et enfin, donc nous, pour préciser comment on travaille également, on passe par des importateurs en France qui travaillent en direct avec les fermes dans la mesure du possible ou avec les coopératives. Alors, l'objectif, c'est réduire le nombre d'intermédiaires, c'est couper finalement le négociant au milieu, le trader, c'est le négociant. Voilà, de façon à ce que le producteur reçoive un prix bord champ plus élevé, sachant que alors ça c'était avant la crise, hein, maintenant on verra après dans les implications, mais effectivement quand le cours était à 2-3 $, le cacao nous on le payait entre 6 et 9 $, pas par charité, j'insiste sur cet aspect-là, mais en échange d'un grain de haute qualité. Voilà, c'est pas une prime de charité, c'est pour rémunérer un travail agricole rigoureux. Donc ce sont deux filières qui actuellement subissent une crise importante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les causes de cette crise et ensuite venir du coup aux conséquences? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquences à la fois pour vous, à la fois pour les professionnels, etc. etc. Alors, les raisons de l'augmentation du prix du café, elles sont multifactorielles. On a déjà eu une grosse augmentation. Nous, on l'a vu qu'on fait de l'import direct. On est vraiment en lien avec les coopératives et du coup, on sait vraiment ce qui se passe sur le terrain. Ce qui fait que, en point de vue café vert, en 2021, il y a eu déjà des grosses hausses et ça a été du coup dû aux sécheresses qui ont été au Brésil. Il faut savoir que le Brésil, c'est le premier pays producteur au monde, ce qui fait que quand il se passe quelque chose au Brésil, ça a des répercussions énormes sur le marché mondial. Donc, quand il y a des sécheresses au Brésil, il faut s'imaginer que la loi du marché, elle fait quoi? Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres et du coup, le prix explose. Donc ça fait partie effectivement des premières raisons pour lesquelles on peut voir des augmentations de prix de café vert. Donc en 2021, il s'est passé ça. Ça n'a pas des répercussions que sur le prix du café du Brésil. Ça a été aussi pour nous, en tout cas en 2021, des grosses augmentations sur le prix du café en Colombie. Parce que la Colombie, c'est un pays qui est limitrophe au Brésil. Et qu'est-ce qui se passe? Les acheteurs internationaux, quand ils voient qu'il y a moins d'offres de café au Brésil, ils vont aller taper à la porte des pays à côté. Et c'est pour ça que la Colombie, le Pérou a eu des grosses augmentations déjà en 2021. C'est des choses qu'on a revécues cette année. Enfin, en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles il y a encore une grosse hausse de café vert cette année. C'est que en 2024, du coup, il y a eu effectivement des problèmes de sécheresse au Brésil et aussi au Vietnam où il y a eu beaucoup d'inondations. Savoir que le Vietnam, c'est le deuxième pays producteur de café au monde, plutôt sur la partie Robusta. Ce qui fait que quand il y a les deux leaders mondiaux qui ont des problèmes de récolte, et ça a des répercussions mondiales sur le cours du café. Après, sur les autres raisons, c'est qu'on a quand même des nouveaux pays consommateurs, donc comme l'Inde, comme la Chine, ce qui fait que du coup la demande en café de spécialité augmente. Et du coup, toujours avec en arrière-plan ce truc de se dire, en fait, il y a de moins en moins d'offres. Et donc, toujours cette logique de la loi du marché et ce déséquilibre entre l'offre et la demande. On pense aussi, tout à l'heure, on parlait du cours de la bourse. Pour le café, le Robusta est coté sur la bourse de Londres et pour l'Arabica, c'est sur la bourse de New York. Ce qui fait que tout ça, comme le chocolat, en fait, c'est régi par une spéculation, par un marché boursier qui donne une référence, comme on le disait tout à l'heure, sur un prix de référence du café. Et ce qui fait que dans des contextes comme ça, il y a beaucoup de rétention du café, donc des gros acheteurs, des gros importateurs, des traders qui vont faire du coup de la rétention de café et qui du coup va créer une pression supplémentaire sur le café et du coup va garder ce café et relâcher le café au moment où les prix sont les plus hauts.
Donc on voit aussi que pour trouver du café, c'est compliqué en fait aujourd'hui de trouver du café de qualité. Et voilà, donc on est face aussi à ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi sur la réglementation, notamment sur la loi sur la déforestation. Ce qui fait que ça complexifie beaucoup aussi le marché. Une norme européenne qui est passée et qui est en train de passer, en tout cas, sur limiter la déforestation pour les cultures. Par exemple, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour le chocolat, mais en tout cas sur le café, voilà, il y a des lois qui sont en train de passer. En tout cas, une réglementation européenne qui fait que du coup, ça complexifie le marché et du coup, ça crée encore plus de tensions sur le marché. Donc ça explique effectivement les bouleversements que nous, on a pu ressentir. Là, on voit vraiment la force du collectif. Déjà du collectif, nous, en tant que torréfacteurs, donc cette coopérative de torréfacteurs qu'on a avec les collègues européens. Et ben, en fait, le fait de ces moments de crise, ça a vraiment mis l'accent sur nous, notre intérêt en fait, de travailler de cette manière. Parce qu'en fait, il y a une transparence, et quand on discute avec les coopératives, notre objectif, c'est quoi? C'est pas de se dire, en fait, on va vous quitter, on va aller voir ailleurs ce qui se passe. Non, c'est plutôt de trouver des solutions ensemble et d'être sûr qu'en fait, les coopératives de café sur place, elles puissent aussi faire en sorte que les producteurs, ils n'ont pas envie d'aller vendre à des acheteurs internationaux et continuent d'être fidèles à la coopérative. Et ça, c'est un gros challenge aujourd'hui, parce que ce qui se passe dans les cultures café, c'est que les gens ne veulent plus travailler dans les cultures café parce qu'on ne paye pas le café assez cher. Et donc, du coup, de développer des filières d'import, de rémunérer, d'avoir des labels de commerce équitable, ça commence aussi par ça. Parce qu'il faut donner envie aux gens de continuer de travailler dans les coopératives. Et nous, on a une responsabilité, parce que notre responsabilité, c'est de s'engager avec eux. Nous, on s'engage à 1 an en avant sur des volumes de commandes. Les prix, on ne les sait pas. C'est-à-dire que là, par exemple, tout ce qui est, on vient de recevoir le prix il y a 2 jours de l'Honduras, c'est des volumes sur lesquels on s'est engagé il y a 6 mois. Et pour nous, ça fait partie du jeu en fait. En ce moment, les cours de la bourse, ils sont énormes. Donc nous, c'est notre référence, mais dessus, comme on disait tout à l'heure sur le chocolat, il y a des primes qui se rajoutent. Tout ça pour dire qu'en fait, nous, la responsabilité, c'est d'être fidèle, d'être là, et on voit très bien que d'un côté ou de l'autre, en tout cas, on se comprend, et notre intérêt, c'est de continuer à bosser ensemble. Donc voilà, pour nous, le gros enjeu, et en tout cas, ça met en lumière que les choix qu'on a fait au début de projet, de travailler et de vouloir travailler en direct producteur, aujourd'hui, on est d'autant plus fiers, et on sait que c'est le modèle de demain, en tout cas, dans notre filière. Voilà. Et après, je crois que la question, c'était sur les causes et les conséquences. En tant que professionnel de la filière, c'est sûr que la conséquence directe pour nous, c'est une hausse qui va jusqu'à 60% sur certains cafés. Donc c'est énorme, parce que nous, en bout de chaîne, on a des clients à qui il faut expliquer, qui ont des contraintes budgétaires, qui sont aussi... qui sont du coup eux aussi dans leurs propres problèmes, et donc les conséquences pour nous c'est de faire en sorte de faire des conférences comme on est en train de le faire, de prendre le temps d'appeler son client, d'aller voir nos clients, de leur expliquer ce qui se passe, parce qu'on a une matière première qui est très loin. Nous, on n'est pas un vigneron, on a nos vignes à côté, on a une matière première qui est hyper décorrélée de notre lieu de production, et du coup notre objectif, c'est de ramener ces producteurs, ces productrices au centre des choses, et du coup de leur expliquer ce qui se passe derrière une tasse de café. Voilà. Alors pour le cacao, c'est en partie la même chose. La hausse a démarré fin 2023 et s'est envolée en février 2024, sachant que là, on parle d'une hausse en 18-24 mois de quasiment 400%. C'est-à-dire qu'on est passé d'un cacao conventionnel à $2 la tonne, enfin $2000 la tonne, à $12 000 la tonne. On ne parle pas d'une hausse de 15%. Donc là, je vous assure que les producteurs de cacao, ils étaient encouragés à fabriquer du cacao. Donc c'était... alors pour quelles raisons? En partie les mêmes. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près 5 millions de tonnes de cacao qui sont produites chaque année, si mes souvenirs sont bons.
Et là, depuis 2-3 ans, on fait face à un déficit de production de l'ordre de 500 000 tonnes. Donc il y a toujours du cacao. On n'est pas à zéro. Il y en a quand même encore un peu. Donc il y a effectivement une hausse de la demande. Il y a une hausse de la demande dans les pays principalement occidentaux. On va jouer un peu au jeu des questions-réponses. Parce qu'on parle beaucoup de l'Asie. Quelle est la taille du marché japonais, à votre avis? 4,7 milliards d'euros en 2024. Les prévisions en 2027, c'est 5 milliards d'euros. En Chine, à votre avis, je vais vous le dire, c'est de 4 milliards de dollars en 2024, 5 milliards en 2029. La France, à votre avis, c'est combien? C'est pas loin, c'est 4, voilà. 4 milliards, 70% en grande surface, le reste chez les détaillants. Voilà, un peu plus de 4 milliards. C'est-à-dire que le marché français, il est plus grand que le marché chinois et japonais. Alors pas réunis. Hein. En Allemagne, c'est 23 milliards. En Royaume-Uni, c'est 12 milliards. Aux USA, c'est 36 milliards. Ce que je veux dire par là, c'est que les consommateurs principaux, donc ce sont les pays occidentaux. Et je pense qu'il faut sortir, dans le cadre du cacao, de ce mythe de quand la Chine s'éveillera, ou ils ont des méthodes de consommation un peu différentes et ils ont un marché qui est faible en valeur malgré leur population importante. Donc il y a cette hausse de la demande. Et ces problèmes de récolte, donc l'aspect, la réglementation européenne, comme on l'a dit, l'appauvrissement des sols par la déforestation, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana, la production est concentrée dans ces zones-là. Donc ce qui veut dire au moindre aléa politique ou environnemental, les cours varient de façon plus ou moins importante. Donc il y a une alternance de phénomènes climatiques gênants, trop de pluie, trop de soleil, qui perturbent les récoltes avec les maladies. Surtout s'il n'y a pas d'agroforesterie. Et enfin, il y a une conséquence. C'est une conséquence de la guerre en Ukraine. La Russie est productrice d'intrants, d'engrais, de pesticides, qui sont très utiles notamment dans la production de cacao. Et il y a eu des chutes de livraison, à cause des sanctions et puis, voilà, puis de la guerre, ce qui a favorisé le développement des maladies dans les plantations. Donc, il y a toute cette conjoncture de facteurs et c'est très difficile de dire 100% des mauvaises récoltes, c'est la guerre en Ukraine, 100% de la mauvaise récolte, c'est de telle faute, de telle faute, de telle faute. Ajoutant à ça qu'il y a évidemment la spéculation automatique où les ordinateurs s'emballent quand les cours montent. Voilà, donc c'est très compliqué de mesurer la part de chaque cause dans ce déficit. Donc à titre personnel, je suis assez mesuré sur les raisons totales de cette hausse. Et donc une conséquence, c'est une hausse des cours qui a démarré fin 2023, surtout début 2024. Et là, il y a des gros mouvements. Aujourd'hui, c'était à 8 000 $ par exemple. Ça fait des plus ou moins 10% par jour. Là, c'est décorrélé de toute rationalité. C'est ce qu'il faut comprendre. La hausse, elle a atteint son point haut, donc à 12 000. Là, c'est uniquement les cours baissent, tout le monde achète. Le lendemain, le cours monte. Avec des phénomènes de bouclage et débouclage de positions financières, il n'y a pas une nouvelle récolte tous les jours. Donc voilà. Donc je pense qu'après on fera un peu de prospective. Je ne vais pas devancer trop de questions. J'allais justement y venir. Du coup, face à tout ça, comment est-ce qu'on peut agir, que ce soit du coup vous, les producteurs, vous sur la partie du coup mise en relation, etc. On verra aussi sur la partie professionnelle, les consommateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire sur tout ça? Qu'est-ce qu'on peut espérer dans les prochaines années? Effectivement, qu'est-ce qui nous attend? Déjà, faut pas espérer une baisse des cours. Hein. Je pense que maintenant, c'est une illusion. Hein. Il y a quelques années, quand ça avait augmenté, c'est redescendu et on s'était dit que ça allait redescendre. Là, clairement, ça ne redescendra pas. Hein. Donc voilà, et puis maintenant, il faut valoriser le produit, il faut valoriser nos métiers, il faut expliquer que on fait un métier artisanal et que on a des produits qui sont qualitatifs et que derrière, il y a des mains et il y a des gens qui travaillent. Donc voilà, c'est une valorisation, je pense, du produit et du travail qui est important. Je peux juste rajouter quelque chose sur le fait d'expliquer tout ça. Nous, on le voit parce qu'on fait des ateliers où on accueille des particuliers. Et du coup, c'est un moment où du coup, ils passent 2 heures avec nous. Il y a une partie caféologie où justement on remonte... en tout cas, l'objectif de cet atelier, c'est de remonter de l'arbre à la tasse. Et du coup, d'avoir une première partie caféologie, il faut une torréfaction. Et à la fin, on fait une dégustation à l'aveugle. Ce qu'on appelle dans le jargon du café un cupping.
Et là, l'idée, c'est sur la table, il y a 4 tasses. Il y en a 3 où c'est une torréfaction faite par nous, et il y en a la 4e tasse, c'est une torréfaction industrielle. L'idée de l'atelier, c'est de pas dire la torréfaction industrielle, c'est pas bon, on a les meilleurs cafés du monde. C'est plutôt de se dire que, en fait, sur une tasse de café, on parle de terroir, on parle d'espèces, on parle de variété. Et du coup, nous, l'intérêt, c'est que quand les gens ils partent de cet atelier, et quand ils ont demain devant un rayon en supermarché ou chez leur torréfacteur, en fait, qu'on prenne 2 secondes pour lire une étiquette. Parce qu'en France, on serait incapable de lire et d'acheter une bouteille de vin où c'est marqué vin du monde. Alors qu'aujourd'hui, on est capable d'acheter un paquet de café où c'est marqué dessus Italian Style, où on ne sait pas si dedans on a de l'Arabica, du Robusta, on ne sait pas dedans les variétés, on n'a aucune indication sur le producteur, sur le pays, l'origine, on n'a rien du tout comme indication. Et du coup, voilà, l'enjeu aujourd'hui, c'est ça en fait. On a un grand terrain de jeu là. Et on a des hausses de prix, du coup c'est médiatisé, c'est un bon moment de parler ce qui se passe dans les cultures café et qu'en fait on n'a jamais payé le prix du café au bon prix et que là c'est en train de changer. Il faut expliquer pourquoi en fait, pourquoi ça change et qu'est-ce qu'il y a derrière, parce qu'on parle, on est un pays où on boit beaucoup de vin, mais on boit aussi beaucoup de café et on mange beaucoup de chocolat. En fait il faut expliquer que le travail d'un vigneron, c'est pas pour dire un vigneron travaille moins ou plus qu'un caféiculteur ou caféicultrice, mais en tout cas c'est de montrer que c'est pas on récolte un grain de café et on le cuit nous à Villeurbanne. Non, il y a une méthode de fermentation, il y a du séchage, il y a du tri, il y a un voyage qui se fait dans des conteneurs à la voile, plein de choses qui se font. Et en tout cas, l'idée, c'est de raconter et d'expliquer qu'il y a un travail derrière ça et qu'aujourd'hui, on ne peut pas acheter un paquet de café où c'est marqué Italian Style et on ne sait pas ce que c'est parce qu'on ne serait pas capable d'acheter un vin où c'est marqué vin du monde. Et là, je crois qu'en tant que professionnel des filières, on a un enjeu et c'est le moment d'en parler. Oui, je rejoins totalement ce que vous venez de dire. En fait, je trouve qu'on ne peut pas se réjouir d'acheter du café ou une tablette de chocolat bon marché. C'est souvent synonyme de pauvreté en fait à la base. Et ça, c'est une question qu'on se pose peut-être pas tout le temps et je l'espère de plus en plus maintenant. En tout cas pour les consommateurs finaux. Donc effectivement, nous, on a cette notion aussi de mettre en avant ce qu'on fait, communiquer au maximum. Il y a la valeur pédagogique qui est très importante. On ne peut pas reprocher aux gens de ne pas consommer du café de spécialité ou du cacao de spécialité si en fait ils ne connaissent pas le café de spécialité, le cacao de spécialité. Ce sont encore pas des industries mais des métiers très niches, torréfacteurs de café, torréfacteurs de cacao, donc en fait je pense qu'il y a cette valeur pédagogique qui est vraiment à mettre en avant pour ensuite pousser ou du moins donner l'envie aux gens de consommer différemment et du coup potentiellement je pense que le pouvoir qu'on a, il est aussi par ce biais-là et par notre carte bancaire et qu'on fera changer les choses si les gens consomment différemment et si les gens achètent différemment. Mais c'est de notre responsabilité de les informer et de faire en sorte de mettre en lumière ces filières-là. Alors, je vais me faire volontairement l'avocat du diable. Et si sur le paquet Italian Style ou sur la tablette Lindt, derrière, en fait, c'est du café et du cacao de spécialité qui est torréfié, et brûlé et massacré. L'objectif du producteur, c'est de vendre 100% de sa production. Au bout, il est très content si le chocolat, le café... là, je tire les grandes masses. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le cacao, il y a eu des phénomènes, par exemple, comme il y avait un déficit, les gros faiseurs achetaient le cacao, certaines de nos fermes. Ça a été le cas chez des importateurs, où là, il y a plus de, quand le cacao il passe de $2 à $10, et qu'il en manque, vous avez Cargill, c'est le dernier que j'avais oublié, qui arrive et qui dit, moi, ton cacao, je le prends. Le producteur, il s'en fout. Parce que là, en fait, l'engagement moral de la relation long terme, il dure, tant que le prix n'est pas suffisamment convaincant. Voilà, donc c'était juste une sorte de petit avocat du diable. Bon, juste sur les conséquences de cette crise. Parce que nous, on appelle ça crise. Pour le producteur, c'est plutôt une opportunité. Alors,
pour les producteurs, il y a globalement une meilleure rémunération, on l'a déjà dit, hein, qui leur permet de planter, tailler, retravailler les sols, investir dans les plantations. Alors, sauf peut-être en Côte d'Ivoire ou au Ghana, où une partie de cette eau c'est quand même captée par le gouvernement. Ce qui peut permettre à moyen et long terme d'augmenter la production et de combler le déficit. Donc c'est très difficile d'avoir une boule de cristal. En tout cas, ces prix, ils encouragent les gens à aller en plantation et à planter des cacaoyers, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Si je devais me mouiller, le prix de $12 la tonne de cacao, il n'est pas tenable pour la filière. Ce serait une chute terrible de la consommation dans les pays occidentaux, et donc une baisse de la nécessité en fèves de cacao. Et donc les fermiers qui se retrouvent sans cacao. Et allez dire à ceux qui font du cacao conventionnel, mais fait du spécialité, c'est mieux. Oui, mais il n'y a pas de demande. Donc ça va peut-être encore augmenter, c'est très difficile. Moi, je pense que ça va se stabiliser entre 4 et $6 pour le cacao conventionnel. Voilà. Alors, à quelle échéance, je n'en sais rien. Voilà. L'INT a par exemple annoncé des très bons chiffres récemment. Ce qui se passe dans le cacao, je pense qu'il y a un an et demi d'avance avec le café. Les augmentations dans les rayons ne sont pas de 400%. Elles sont de 5, 10, 15%. Et on parle du marché de masse. Nous, pareil, c'est de la niche. Donc voilà, en fait, les grosses entreprises ont de quoi voir venir, ont de quoi passer la butte. Voilà, donc à voir si ça dure sur le long terme. Bon, je vais arrêter là. On va peut-être manger. Merci beaucoup. Et du coup, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous avez fait avec du coup les cafés et les chocolats qu'ils fabriquent ici, et puis peut-être aussi nous dire, vous, quelles conséquences ça a, cette crise, et comment est-ce que vous pouvez gérer ça, du coup, en tant que pâtissier? Après tous ces beaux discours, on peut vous régaler, parce que ça va faire du bien. Nous, on a préparé quelque chose un dessert un peu cool, un peu léger et assez gourmand, en mettant le café et le chocolat en avant. On nous a fait un crème pâtissière chocolat, un crémeux au poivre et chocolat, une petite ganache montée chocolat, pépites, café, chocolat, avec une crème anglaise chocolat, une petite tuile. Vous allez voir, c'est assez gourmand, ça marie bien les deux et ça permet de faire un bon mix entre les deux. Tout ça pour vous régaler. Et comment faire pour le chocolat? Ça, tu l'as expliqué. Nous, le chocolat, la hausse, elle est quand même là, malgré tout ce qu'on dit. Et après, je pense que le chocolat, c'est toujours un ingrédient de plaisir pour les gens. Les gens prendront toujours du chocolat ou du café. Certes, peut-être moindre quantité, mais toujours de la bonne qualité. Et je pense que les gens savent faire la différence entre le bon et le mauvais chocolat. De toute façon, c'est comme dans tous les domaines. Il y a les gens qui sont prêts à faire la qualité, ceux qui ne sont pas prêts à le faire. Et je pense qu'il faut simplement se laisser aller et suivre ce qu'on a envie de faire. Et après, une fois qu'on aime les bons produits, on va forcément vers la qualité. Et je pense que c'est assez naturel. Juste ajouter quelque chose sur les hausses. Alors ça, c'est une réflexion. Hein. Je pense qu'elles sont plus importantes pour les professionnels que pour le grand public. Puisque je pense qu'historiquement, les produits, le chocolat de couverture ou le café pour les pros était historiquement à un prix bas et équilibré avec un prix de vente aux particuliers plus fort. Et là, on a un rééquilibrage avec des hausses pour les professionnels qui sont beaucoup plus importantes qu'en rayon. Voilà, c'était la précision. Et nous, on vous a apporté un petit café glacé. Donc, on a fait avec un Pérou qu'on a pour le moment, qui a une fermentation en anaérobie. Et donc, on a fait une extraction avec une Chemex. Donc, c'est une cafetière filtre avec un filtre qui est un petit peu plus épais. Et donc voilà, on a fait une extraction à chaud et là on l'a refroidi, on va le servir avec des glaçons et puis après on a mis quand même du citron, s'il y en a qui veulent se laisser tenter à rajouter un petit peu du citron pour faire un petit peu de folie. Et j'en profite pour du coup le dessert a été travaillé avec un chocolat 70% qui a été cultivé en République dominicaine. C'est un chocolat noir qui est très fruité, voilà, dans lequel c'est la première ferme qu'on a visitée en 2021, qui est une réserve naturelle, voilà, qui a permis de réintroduire notamment un petit oiseau qui s'appelle la griffe de Bicknell. J'y tiens. Le zorzal pour les intimes. Et voilà, c'est notre premier chocolat. Alors, je pense comme pour le café de spécialité,
ça peut être des chocolats un peu particuliers au début. Il y a plus d'acidité, il y a des arômes différents, ça peut surprendre. Et j'espère qu'après on ne peut plus s'en passer. Eh ben, merci beaucoup à tous, à tous les participants et participantes. Et encore merci et puis bravo du coup pour ce dessert. Merci. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!